Ka'an est assis près d'un feu presque éteint. Autour de lui, le silence est étrange. Les oiseaux ont disparu depuis longtemps. Les troupeaux qu'il suivait autrefois semblent s'être évaporés. Depuis des semaines, le soleil ne ressemble plus au soleil. Une brume grise recouvre le ciel. Le froid s'installe. Chaque jour ressemble davantage à une fin du monde. Ka'an ne le sait pas encore. À plus de 8000 kilomètres de là, une montagne vient d'exploser. Et cette explosion pourrait condamner toute son espèce à disparaître. Cette histoire n'est pas une fiction. Regardez autour de vous. Aujourd'hui, nous sommes plus de 8 milliards d'êtres humains à fouler cette terre. Nous avons colonisé chaque continent, bâti des mégapoles, envoyé des sondes au-delà de notre système solaire. Notre existence nous semble acquise, presque éternelle. Pourtant, il y a 74 000 ans, le fil de notre histoire a bien failli se couper net. Voici un monde où la population mondiale entière ne compte plus que quelques milliers d'individus. Pas quelques milliers par pays, pas quelques milliers par continent, quelques milliers sur toute la planète. L'équivalent d'un simple quartier moderne. Si ce groupe disparaît, l'histoire humaine s'arrête définitivement. Pas de science, pas de civilisation, pas de vous, pas de moi. L'aventure humaine se termine dans l'anonymat le plus total de la préhistoire. Le responsable de cet apocalypse oublié ne venait pas de l'espace. Il dormait sous nos pieds. Son nom, le mont Toba, situé dans l'actuelle île de Sumatra, en Indonésie. Il y a 74 000 ans, ce monstre invisible a déclenché la plus puissante éruption volcanique des 2 derniers millions d'années. Une explosion d'une violence qui dépasse l'entendement humain. Mais le plus incroyable n'est pas là. Le plus incroyable, c'est qu'après une catastrophe d'une telle ampleur, il reste encore des êtres humains vivants. Comment est-ce possible ? Comment une poignée de chasseurs-cueilleurs, armés de simples épieux en bois et de silex, a-t-elle réussi à survivre à ce qui ressemblait à la fin du monde ? Aujourd'hui, sur l'Odyssée du vivant, nous plongeons dans l'hiver de l'humanité. Pour comprendre ce qu'ont vécu nos ancêtres, il faut changer complètement d'échelle. Oubliez Pompéi, oubliez le Krakatoa, oubliez toutes les catastrophes volcaniques dont vous avez entendu parler. Le Toba appartient à une autre catégorie, une éruption de niveau 8 sur l'indice d'explosivité volcanique, le maximum absolu. Le volcan n'a pas simplement craché de la lave, il a pulvérisé une montagne entière. Près de 2800 km3 de matériaux volcaniques sont projetés dans l'atmosphère. Une quantité si gigantesque qu'elle défie l'imagination. La colonne éruptive grimpe à plus de 50 km d'altitude et atteint la stratosphère. Puis le vent prend le relais. Semaine après semaine, un immense voile de cendres et de gaz s'étend autour de la Terre. Et c'est à ce moment-là que le véritable cauchemar commence. Lorsque le dioxyde de soufre rencontre la vapeur d'eau dans la haute atmosphère, il forme des aréosols d'acide sulfurique. Ces particules agissent comme un gigantesque miroir. La lumière du soleil est renvoyée vers l'espace. Le jour se transforme progressivement en un crépuscule permanent. Au début, personne ne comprend. Les chasseurs pensent que le mauvais temps passera. Quelques jours, puis quelques semaines, puis quelques mois, mais le soleil ne revient pas. Sans lumière suffisante, la photosynthèse ralentit brutalement. Les forêts dépérissent, les plaines herbeuses reculent, les chaînes alimentaires s'effondrent et les grands herbivores meurent par millions. Partout, le même scénario se répète. Les clans se déplacent toujours plus loin pour trouver de quoi survivre. Pour la première fois depuis son apparition, Homo sapiens pourrait réellement disparaître. C'est l'hiver volcanique. Selon plusieurs modèles climatiques, les températures mondiales chutent brutalement.
Dans certaines régions, la baisse pourrait atteindre plus de 10 degrés. Le monde devenu soudainement hostile à presque toute forme de vie. Des dizaines de milliers d'années plus tard, les scientifiques découvrent une énigme cachée dans chacune de nos cellules. Pourquoi les êtres humains sont-ils génétiquement si semblables? Pourquoi deux personnes vivant aux extrémités opposées de la planète possèdent-elles si peu de différences génétiques comparées à d'autres espèces? Prenons un exemple. Deux chimpanzés vivant dans une même forêt africaine présentent souvent davantage de différences génétiques entre eux que deux êtres humains séparés par des milliers de kilomètres. Comment expliquer une telle homogénéité? C'est comme si toute l'humanité descendait d'un groupe étonnamment restreint d'ancêtres. Mais combien étaient-ils? Et surtout, qu'est-il arrivé à tous les autres? Dans les années 90, le chercheur Stanley Ambrose propose une hypothèse spectaculaire, le goulot d'étranglement génétique. L'idée est simple. À ce moment donné de notre histoire, la population humaine se serait effondrée. La majorité des lignées auraient disparu. Les survivants, eux, seraient devenus les ancêtres de tous les humains actuels. Et lorsque les chercheurs estiment la date de cette crise démographique, ils tombent sur une coïncidence troublante. Environ 74 000 ans avant notre époque, l'époque exacte de l'éruption du Toba. Bien sûr, le débat scientifique continue encore aujourd'hui. Certains chercheurs estiment que l'impact du volcan fut moins sévère dans certaines régions d'Afrique. D'autres pensent que le déclin démographique avait commencé avant l'éruption. Mais une chose semble claire, l'humanité a traversé une crise majeure. Une question demeure alors. Pourquoi nous avons survécu? Pour trouver la réponse, il faut voyager jusqu'à la pointe sud de l'Afrique, dans les grottes comme celle de Pinacle Point. Les archéologues ont découvert des indices fascinants. Lorsque l'intérieur des terres devient de plus en plus difficile à exploiter, certains groupes de sapiens prennent une décision radicale. Ils se replient vers les côtes. Ce choix paraît presque désespéré. Les rivages sont dangereux, les vagues sont imprévisibles, la nourriture y est difficile à obtenir. Mais c'est précisément là que les survivants ont trouvé leur salut. L'océan offre une source de nourriture relativement stable, les coquillages, les crustacés, les ressources marines. Alors que les écosystèmes terrestres souffrent, le monde marin, lui, continue d'apporter de quoi subsister. Pour la première fois depuis longtemps, quelque chose change. La faim recule. Davantage d'enfants survivent. Les groupes cessent de fuir sans cesse. Mais cette survie exige aussi de nouvelles compétences. C'est ici qu'apparaît notre seconde force, l'innovation. Les archéologues observent des outils de plus en plus sophistiqués, des lames plus fines, des techniques de taille plus avancées, une maîtrise du feu permettant notamment de modifier certaines pierres avant leur façonnage. Les ressources sont exploitées avec davantage d'efficacité. Pourtant, la véritable révolution n'est peut-être ni alimentaire, ni technologique. Elle est sociale. Face à la rareté des ressources, la logique aurait pu être celle de la guerre permanente. Pourtant, Sapiens semble avoir subi un autre chemin, celui de la coopération. Et c'est peut-être le tournant le plus important de toute notre histoire. L'entraide devient un avantage évolutif, peut-être même le plus puissant de tous. Notre grande arme n'était pas la pierre, c'était notre capacité à collaborer avec des individus qui n'appartenaient pas forcément à notre famille proche. Contre toute attente, le pari fonctionne. Les survivants tiennent, année après année, génération après génération. Puis les siècles passent, les aérosols retombent lentement, le ciel s'éclaircit, le soleil réchauffe à nouveau la terre. Et lorsqu'il réapparaît pleinement, il découvre une humanité certes réduite, mais transformée, plus adaptable, plus inventive, plus résiliente, une humanité qui a appris à survivre à l'impensable. Armés de ces nouvelles capacités, ces survivants vont progressivement quitter l'Afrique. Ils traverseront des déserts, franchiront des montagnes,
construiront des embarcations, coloniseront l'Australie, atteindront l'Europe, puis les Amériques. Le mystère du supervolcan Toba nous rappelle une vérité fondamentale de l'histoire du vivant. Les espèces ne sont pas façonnées uniquement par les périodes de prospérité. Elles le sont aussi par les crises. Le Toba a peut-être failli nous détruire, mais elle a aussi révélé ce qu'allait devenir notre plus grande force, notre capacité à nous adapter lorsque tout semble perdu. Nous portons tous en nous, dans chacune de nos cellules, l'héritage de ceux qui ont tenu bon lorsque le monde semblait s'effondrer. Merci de m'avoir écouté. C'était Thierry. Likez et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de notre voyage extraordinaire sur l'Odyssée du vivant.